Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12e épisode de la saison 2019-2020 de Radio Main Opposée, votre podcast 100% gardien. Après PSG Dortmund, nous faisons la preview de Juventus Lyon. Nous allons dans un premier temps présenter les deux gardiens, Wojciech Szczęsny pour la Juventus et Anthony Lopez pour l'OL. Dans un second temps, nous débattrons sur quelques clés tactiques de ce duel, par exemple, comment Lopez devra intervenir sur les coups de pied arrêtés de la Juve. Et bien sûr, plein d'autres questions. Pour accompagner deux chroniqueurs, tout d'abord notre spécialiste des gardiens d'Europe centrale et de l'Est, Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde. Ensuite, notre fan de l'OL et de Première Ligue, Robin Popel. Salut à tous. Passons tout de suite à la présentation des deux gardiens. Commençons d'abord par le portrait du gardien de la vieille dame. Thomas, peux-tu nous rappeler les points clés de la carrière du gardien polonais ? Il a débuté en Première Ligue avec Arsenal en 2010. Donc son premier match de Première Ligue, c'est contre Manchester United, une défaite 1-0. Et il va enchaîner ensuite avec le huitième de finale face au FC Barcelone à l'Emirates où l'Arsenal s'impose 2-1. Un match mémorable avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un but de Van Persie d'Arshavin. Et à ce match-là, il se révèle un peu aux yeux de l'Europe puisqu'il effectue une bonne performance. Puis il va poursuivre sous maillot des Gunners jusqu'en 2015 où il rejoint après la Roma. Il s'impose dès sa première saison sous le maillot de la Louve et il enchaîne avec une seconde saison où il obtient le plus de clean sheets de la Serie A avec 14 matchs sans prendre le moins de buts. Et donc ces bonnes performances attirent la convoitise de la Juve qui le recrute en 2017 pour 12 millions d'euros. Il devient alors le numéro 2 puisque Buffon reste numéro 1 entre 2017 et 2018 et il devient gardien titulaire de la vieille dame à partir de l'intersaison 2018 après le départ de Buffon. Puis aussi Szczęsny c'est gardien de la sélection polonaise. Malheureusement pour lui, il n'a pas vraiment été déterminant en sélection nationale. En témoigne l'Euro 2012 organisé en Pologne où lors du match d'ouverture face à la Grèce, il concède un penalty, il prend un carton rouge. Et il perd ainsi sa place au profil de Titon. Et puis récemment, dans la Coupe du Monde 2018, il ne s'est pas montré à son avantage. Il n'a pas pu aider son équipe à atteindre les huitièmes de finale. Et en Pologne, il y a beaucoup de débats autour de la concurrence entre Fabianski et Szczęsny, où il y a plusieurs médias qui demandent que Fabianski devienne numéro 1 parce que Szczęsny n'a jamais été aussi bon qu'il a été en club en sélection. Et aussi, pour conclure, pour donner espoir à nos amis lyonnais, Szczęsny n'a jamais dépassé les quarts de finale de Ligue des Champions en tant que gardien titulaire. Une image de loser, donc il n'a pas une image de top 5 européen, mais il a toujours joué finalement dans des grands clubs. Quels sont ses points forts, ses points faibles et sa forme du moment ? Alors, point fort, je dirais que malgré sa grande taille, donc 1m95, il est plutôt bon sur sa ligne, il a des très bons réflexes. Au niveau du 1 contre 1, il est plutôt efficace dans ses duels, même s'il ne maîtrise pas la sortie en croix, c'est un gardien qui joue beaucoup sur l'anticipation lors des face-à-face avec des attaquants. Après, ce qu'on pourrait reprocher, c'est cette fébrilité dans le jeu aérien. Son jeu au pied est correct d'un point de vue statistique, même si visuellement, parfois, il y a du déchet. Et là, la forme du moment, donc sur les 5 derniers matchs avec la Juve, c'est 2 défaites avec 5 buts encaissés. Et si on prend le global depuis le début de la saison en Serie A, c'est 78% d'arrêt. Donc c'est le premier gardien de Serie A au terme de pourcentage d'arrêt, avec 16 buts encaissés. Et si on s'intéresse un peu plus à son parcours en Ligue des Champions, il a encaissé 4 buts donc en 5 matchs joués. Parce que le 6e, c'est Buffon qui l'a joué. 2 clean sheets, 77% d'arrêt. Et on peut noter sa bonne performance face au Lokomotiv Moscou à Turin. Et aussi parler de ses 2 buts encaissés face à Atlético Madrid lors de la première journée, où là, on a vu son point faible au niveau du jeu aérien. D'accord. Ce qui est marrant, c'est qu'il a une image de loser, comme on l'a évoqué, alors que finalement, moi, je me souviens que l'an dernier, lors de l'élimination de l'Ajax, ça avait été le meilleur Turinois. Ah oui, clairement, notamment lors du match au stade de Juve, où il a vraiment été excellent. Je rappelle d'une main opposée sur une frappe de Van den Beek, il me semble, où franchement, cet arrêt est exceptionnel. Et ouais, c'est comme tu disais, l'image du loser, mais un peu gardien sous-estimé quand même. Comme on disait tout à l'heure, lorsque tu penses ou tu fais une liste des meilleurs gardiens au monde, t'en fais 10, Szczęsny, tu l'oublies tout le temps. Oui. Après, est-ce que c'est un manque de charisme ou je sais pas, parce que pourtant, il joue à la Juve, il joue dans des gros clubs.
Donc, c'est pas une question de notoriété vis-à-vis du club, c'est assez personnel. Après aussi, ce qui peut jouer avec lui, c'est ses performances en sélection nationale. Chesney, un gardien sous-estimé, mais quand même une référence à son poste en Europe. Tout à fait, donc bonne conclusion pour Szczęsny, on a été assez complet je pense. Passons maintenant au gardien des Gaunes, Anthony Lopes. Robin, en quoi Lopes est fortement attendu sur ce match ? Il est fortement attendu sur ce match parce qu'il a tout d'abord eu un parcours en poule qui était un peu plus compliqué pour lui, notamment en 2 erreurs individuelles qui ont entraîné la défaite, notamment contre le Benfica Lisbonne et un penalty contre Leipzig où on voit qu'il est vraiment, vraiment en difficulté. En plus de ça, il revient de blessure. Ça fait 2-3 matchs qu'il joue seulement. Et on voit qu'il a été en difficulté, notamment contre le PSG. Et ça va être vraiment un match charnière pour la suite de sa saison parce que ça va être un gros match dans lequel on l'attend, où il faut que lui réalise l'exploit parce que l'Olympique Lyonnais n'est clairement pas en ballottage favorable. Pour rappel, quand même un peu qui est Anthony Lopes, même si vous le connaissez, il a commencé en 2013-2014 à être titulaire après une rupture des ligaments croisés de Vercoutre, saison 2012-2013. Il a entraîné le départ de Vercoutre en faisant de très bonnes prestations par rapport à Vercoutre. Plus récemment, depuis la Coupe du Monde 2018, il est plus appelé en sélection et il a demandé à ne plus être appelé pour se mettre dans le projet club et se fixer des objectifs pour pouvoir encore progresser. Malheureusement, cette saison, c'est pas ce qui caractérise. Moi personnellement, je trouve qu'il plafonne dans son jeu, dans son placement surtout, parce que c'est un gardien qui est très bon sur sa ligne, qui est assez foufou, qui a pas peur du duel, mais je pense que dans son placement, il y a des choses à améliorer. Je trouve pas assez dans le rythme des actions. On l'a vu contre le PSG, ça a offert un but à Di Maria en ouvrant un peu son côté. Alors que finalement, même s'il y a eu cette bourde finalement contre Leipzig où il sort trop vite et également alors le manque de lucidité face à Benfica, pourtant on l'avait trouvé moins foufou en début de saison. Il y avait plus l'Anthony Lopes qui rentrait dans les bagarres. Alors, je pense, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, c'est que depuis l'arrivée de Grégory Coupet, sa gestion des émotions, c'est-à-dire ne pas sortir de son match pour des faits qui font pas partie du foot, on ne le voit plus tellement. On ne le voit plus. Je me rappelle que au début où arrivait Coupet, il y a eu l'affaire du pétard à Metz et il y a eu l'affaire de un peu la bagarre à Everton avec Ashley Williams. Et il y a eu aussi, je crois, à Marseille, le coup de poing. Donc, ces faits-là, ils ont changé depuis, je pense, l'arrivée de Grégory Coupet qui a réussi à le canaliser. Et je trouve que dans son jeu, il était mieux. Mais on a cette baisse de régime depuis le début de la saison. Ok, donc on a cette baisse de régime et alors si j'ajoute à ce que tu dis, moi j'ai un point fort que je voudrais souligner d'Anthony Lopes, c'est quand même son courage d'aller chercher les ballons quand on a besoin de lui, donc tout simplement aller faire la sortie qu'il faut. À l'inverse, on l'a déjà souligné dans plusieurs podcasts, je trouve que son jeu au pied, notamment sa manière de se placer lorsqu'il reçoit le ballon, et reste perfectible parce que je le sens beaucoup en difficulté sur ce point-là. Ouais, mais je trouve qu'il attend plus la balle plutôt qu'il ne l'attaque quand il reçoit un ballon dans les pieds. Et c'est pas du tout l'attitude adaptée. Et c'est ce qu'on explique à un joueur de foot qui est sur le terrain, c'est que attaque ton ballon et ton contrôle, tu l'emmènes où tu veux, quoi. Tout à fait. Donc en résumé, le gardien expérimenté et le joueur le plus expérimenté à l'OL, mais en difficulté depuis le début de saison. Merci pour cette présentation. Passons maintenant aux grandes tactiques qui se posent à nos deux gardiens. Nous allons d'abord analyser les questions et problèmes qui se posent à Anthony Lopes. La première concerne la gestion des centres et corners avec 3 joueurs de tête exceptionnels que sont Ronaldo, Chiellini et Bonucci, et des frappeurs de haut niveau comme Dybala et Pjanic. À ton avis, Robin, comment doit se placer Lopes sur ces phases de jeu ?
Je pense que vu qu'on a des très bons tireurs de coups francs et corners, le principal, la sortie va être compliquée pour lui. Sortir sur les ballons aériens, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il faudrait qu'il quadrille bien avec ses défenseurs, peut-être avec un marquage en zone ou en zone mixte sur ses phases de coup de pied arrêtés, et que lui gère son but tout seul. Qu'il n'ait pas forcément besoin de gars au poteau, parce que je ne pense pas qu'il serait en mesure de sortir énormément. Après, on ne sait jamais, on ne connaît pas forcément la qualité qu'auront la semaine prochaine Pjanic et Dybala à centrer, mais je pense que ça doit être la méthode à adopter, parce que ça va être des ballons qui vont être assez compliqués. On connaît vraiment bien la qualité de Pjanic, qui a beaucoup travaillé à Lyon, ses coups de pied arrêtés, et c'est des ballons qui vont être assez tendus et qui seront très très compliqués pour Lopez. Donc je pense que sur ce type de phase de jeu, la gestion de son but avant tout, et après si vraiment il voit que la Juve n'est pas en réussite, pourquoi pas gérer la zone et chercher des ballons un peu plus loin de sa ligne. Et tu penses pas que, par exemple, on en a parlé tout à l'heure en neuf, en question des seconds ballons, est-ce qu'il va être déterminant sur ces seconds ballons où tu disais que parfois la défense lyonnaise avait du mal sur ces seconds ballons? Alors, en fait, la difficulté de ces seconds ballons, ça va être son temps de réaction, vu qu'il va gérer son but. Est-ce qu'il va pouvoir sortir ou pas? Je sais pas, mais je sais que l'Olympique Lyonnais, étant un suiveur, les premiers ballons ils pourront essayer de les gagner, mais les deuxièmes ballons, je les vois jamais à l'affût. On avait parlé de Lille, où ils prennent un but sur penalty en demi-finale de Coupe de la Ligue, si je ne m'abuse. Et en fait, on a beaucoup de difficultés là-dessus, donc à lui aussi de rester vigilant. Alors, gérer les deuxièmes ballons, c'est surtout pour les défenseurs, mais lui pourra sûrement intervenir, parce qu'on va chercher les points d'ancrage, les points d'appui de la Juve. Et après, à la retombée, il faudra y être. Et quand on a Dybala et Higuaín qui peuvent tourner autour de Ronaldo, bon, va falloir faire au mieux, quoi. Mais ça va pas être simple pour lui. Quand tu évoques les seconds ballons, on parle bien donc du coup d'un ballon de remise sur par exemple un dégagement long. Un ballon de remise ou un ballon qu'on va mettre long dans la surface, qu'un Lyonnais va gagner. Mais le deuxième ballon, il faudra que quelqu'un y aille. Alors il y a un point important sur le coup de pied arrêté. On l'a vu contre Strasbourg, et puis même c'est une tendance, c'est que sur tous les coups francs indirects, il se place très haut. C'est quoi l'incidence à ton avis, Robin, pour Lopez? L'incident, le but, c'est de lui laisser le maximum d'espace pour pouvoir sortir, et de lui laisser vraiment une totale liberté, de ne pas avoir à se talomer entre les joueurs, quoi. Et il y a un autre aspect sur lequel j'aimerais revenir, mais on sait que la Juve, ils ont plutôt d'excellents frappeurs, que ce soit Pjanic ou même Ronaldo, des frappes de loin. Je pense que sur ce genre d'action, Lopez va falloir qu'il soit vigilant d'abord par rapport à son positionnement et sa réactivité. En fait, c'est aussi être dans le rythme de l'action. Exactement. Et tout à l'heure, tu parlais de bien communiquer avec tes défenseurs. Ce qu'il va falloir avoir aussi comme réaction de ces défenseurs, c'est de sortir vite sur le porteur de balle. Et en fait, il va pas falloir jouer trop bas, et il va falloir sortir sur les porteurs de balle, quoi. Parce que si on laisse de l'espace à 25-30 mètres, ça va déclencher assez rapidement, et quand un joueur monte à moitié sur le porteur de balle, on sait que la vision du gardien est plutôt compliquée. Donc, si on sort vite et que le dribble sort du joueur, on voit plus rapidement la balle, et le gardien, dans ce cas présent sera Lopez, sera moins en difficulté. Après, à lui de rester dans le rythme de l'action. Chose qui a été assez difficile ces derniers matchs pour lui, où il n'était pas assez dans le rythme, où son petit saut, sa petite impulsion était pas au bon moment. Donc ça va être aussi une clé du match, c'est être vigilant et être dans le rythme de l'action. Et comme pour compléter ce que tu dis par rapport au rythme de l'action, c'est qu'il faut être plutôt sur des appuis hauts quand on a une frappe de loin, afin tout simplement de pouvoir aller chercher le ballon par exemple sous la barre, et plutôt sur des appuis bas lorsqu'on arrive dans le duel,
Donc c'est notamment un peu le dilemme que tu as quand t'as quelqu'un qui commence à armer, on ne sait jamais si ça va être une passe cachée ou une frappe, de pouvoir vite passer d'un appui à un autre en fonction de la nature du ballon. D'où le fait de mettre les attaquants dans l'insécurité, de pas les mettre dans le confort et de sortir vite sur eux. Oui, donc ça sera un point important. L'un des autres atouts de la Juve, ce sont les appels en profondeur de Ronaldo et Dybala pour rentrer vers l'intérieur suite à une diagonale de Bonucci. Si ces situations de 1 contre 1 se présentent, comment Lopez doit fermer son angle ? Alors, pour moi, il doit avancer assez rapidement pour limiter l'angle. Et en plus de ça, je pense qu'il devrait orienter le joueur, que ce soit Dybala ou Ronaldo, sur son mauvais pied. Par exemple, si Ronaldo rentre depuis la droite vers l'intérieur, ce qu'il faut, il ferme son poteau, son côté fermé, qu'il le ferme bien et qu'il laisse un peu plus d'espace sur le pied gauche pour enrouler second poteau de Ronaldo. Parce que Ronaldo va être plus en difficulté sur son pied gauche. Et alors qu'à l'inverse, s'il rentre du côté gauche vers le côté droit, moi, je commencerai à un peu anticiper la frappe second poteau. Après, il ne faut pas non plus trop anticiper parce qu'il va être capable. C'est un joueur techniquement exceptionnel. Il va être possible qu'il fasse premier poteau une frappe. Donc, il faut pas non plus. Il faut anticiper, mais il faut pas spéculer. Il faut pas prendre ce genre de décision en disant peut-être qu'il va faire ça. Non, c'est indicateur, voir comment il est positionné par rapport au ballon et le mettre sur son mauvais pied au maximum. Est-ce que tu penses que ça sera à son défenseur justement d'anticiper, d'aider Lopez, peut-être le défenseur contre la frappe au premier poteau et Lopez plutôt anticipe au deuxième. Je pense que ça va être plus simple pour le défenseur de fermer deuxième poteau. Parce qu'en fait, on va avoir des courses qui vont être croisées et lui, il arrivera plus rapidement au second poteau en fait, la fermeture, lui, il arrivera mieux à faire. Je sais pas si tu vois un peu l'action, le type d'action. C'est qu'en fait, Ronaldo, par exemple, partirait en direction du but depuis un côté et l'autre défenseur viendrait un peu en diagonale et il arriverait plus facilement au deuxième poteau et plus rapidement. Et Lopez pourrait mieux gérer ce premier poteau. Ok. Et attention au niveau de son placement, hein, Lopez, parce que s'il reproduit le même genre de placement que sur le coup franc excentré de Liénard où Djikou manque l'immanquable, face à la Juve, ça peut ne pas pardonner. Hein. Donc il est placé comment, Thomas ? Mal sur ces actions-là. Franchement, j'ai regardé plusieurs fois l'action, j'ai toujours pas compris son placement. Parce que quand même Liénard, pour rappeler l'action à ceux qui ne l'auraient pas vu, donc c'est un coup franc qui est près de la ligne de sortie de but à l'extérieur de la surface. Donc normalement c'est plutôt angle fermé. Même si, donc Liénard il est gaucher, il va tirer fort premier poteau. Et alors déjà la première question que tu peux te poser sur cette action, c'est le mur, comment il est positionné, parce que le ballon ne doit jamais passer entre le mur et la ligne de sortie de but pour finir au premier poteau. Et je pense qu'en fait, sur l'action de Lopez, en fait, il était tellement sûr de son placement, et il a été étonné. Il a été en retard sur toute l'action et il a failli concéder un but, on va dire gag quand même, parce que t'as pas le droit pour le gardien d'être mal placé et de pas faire attention, alors que tu sais que Liénard, c'est un gaucher, c'est un bon tireur de coup franc au niveau de la Ligue 1. Donc si tu fermes, alors là, comme on disait tout à l'heure, Robin, il a spéculé sur cette action, je pense. Il a cherché à anticiper plutôt le second poteau vers la sortie aérienne. Donc s'il refait ce genre de positionnement face à Ronaldo, Dybala et Higuaín, eux ils vont le voir, le petit retard au niveau de son placement ou ce défaut-là, et ça peut coûter cher à Lyon. Hein. Je comprends. Passons maintenant à Szczęsny. Comme on l'a dit, Lyon va sûrement être dominé et va se remettre à des contres. Doit-il s'ajuster dans la gestion de sa profondeur ? Alors moi, pour avoir vu quelques matchs de la Juve cette saison, on peut pas dire que la gestion de profondeur soit quelque chose de récurrente chez les gardiens en Serie A. C'est par rapport, si on compare à l'Angleterre ou à l'Allemagne, où les gardiens sont assez experts dans ce domaine et maîtrisent ce sujet. En Italie, c'est pas trop la pratique, la gestion de la profondeur. On laisse beaucoup ça aux défenseurs.
Et donc, quand on parlait de la configuration du match, ou le fait que Lyon va souvent assister, je pense, aux transitions rapides vers l'avant, si je dois prendre un exemple pour évoquer le cas de la gestion de la profondeur de Chesney, cette saison face à la Lazio, l'Olympico, la Lazio, c'est une équipe qui joue beaucoup aux transitions rapides vers l'avant. Et sur ce match-là, donc la Juve perd 3-1 et la Chesney, à plusieurs reprises, gestion de profondeur est inexistante parce qu'en fait, il sort pas. Il reste dans sa surface ou en dehors, ou même il a tendance à reculer. Quand il voit que les attaquants arrivent en profondeur, il recule, il cherche même pas à avancer ou il est mal passé en fait, dès le départ. Et, en fait, son idée de départ n'est pas d'aller vers l'avant, si tu veux, de couper les balles en profondeur. En fait, je sais pas si c'est une consigne ou c'est parce qu'il sait qu'il maîtrise pas ce genre d'action. Mais alors, ça a un coup à jouer à Lyon parce qu'au niveau du placement défensif, des fois, la Juve a tendance à aller être trop haut parfois, à aller sous Sarri et de négliger un peu le repli défensif. Donc, à Lyon, peut-être d'en profiter sur ce genre de situation. Surtout que Clénini revient de blessure. Oui, donc là, s'il joue, ça peut être une option à utiliser. En plus, vu son âge, je pense que Toko Ekambi et Dembélé peuvent aller plus vite. Oui, et puis ce qu'on me disait, Chesney, même en Angleterre, il n'a jamais vraiment appliqué ce genre de gestion de la profondeur. Il n'a pas vraiment été à son aise. Et autre aspect aussi que peut-être que Lyon pourrait en profiter sur cette question de gestion de profondeur. Souvent, il se retrouve en contrat, Chesney, parfois. Et il repousse souvent les ballons. Et lorsqu'il repousse les ballons, on peut déceler un manque de vivacité au niveau de ses appuis. Et en fait, il a du mal à se relever parfois et il peut être en décalage toujours au niveau de ses appuis, au niveau du rythme de l'action. Donc, il faut être très réactif côté lyonnais pour profiter un peu du manque de vitesse pour Chesney au niveau des appuis. Pour en revenir un peu à ce que tu disais, la gestion de la profondeur, il l'a fait peut-être pas en Italie, mais il la faisait pas non plus forcément à Arsenal. C'était un gardien qui était un peu qui pouvait faire de très très bonnes choses, mais qui pouvait être capable de faire d'énormes bourdes. Alors moi, je qualifierais plus un problème de concentration de sa part à l'époque d'Arsenal. Depuis qu'il est à la Roma et la Juve, j'ai vu moins de matchs. Et je peux moins vous dire, mais c'était vraiment un problème de concentration et il était très bon quand son équipe était acculée en défense et avait de grosses difficultés à ressortir des ballons. Mais quand il est dans une équipe qui domine, qui surdomine, j'ai peur qu'il puisse pas être d'une grande aide pour son équipe. Avec les flèches que peut avoir Lyon, va falloir vraiment être bon à certains moments du match, notamment en début de match. Je pense que ça va se jouer là-dessus, vu que si la Juve domine le match, Lyon aura un peu de difficulté en fin de match à tenir, vu l'épuisement. Mais c'est le début du match qui pourrait être important. Il va falloir rentrer tout de suite dedans et être concentré. Et ça va être sa clé de son match pour moi. Ouais, en somme, en fait, les caractéristiques que tu viens de décrire, Robin, en fait, c'est ses qualités, ses défauts. Parce que comme on l'a décrit tout à l'heure, il est bon lorsqu'il est plus proche de sa ligne. Parce qu'il domine. Et là, c'est pareil donc avec la Juve. Et comme on disait tout à l'heure, Nico, quand tu prenais exemple sur le match de l'année dernière face à l'Ajax, où l'Ajax domine quand même la Juve à Turin. Donc oui, Chesney, c'est peut-être un gardien qui a jamais dépassé le quart de finale parce que c'est un gardien qui a besoin d'être souvent sollicité pour être bon. Oui. C'est exactement ça. Et on doit rappeler, alors, on a évoqué le fait que la Juve a pris beaucoup de buts sur coup de pied arrêté et que c'est sûrement l'un des points faibles de Szczęsny. Tu as évoqué l'Atlético. Finalement, c'est pourtant un grand gardien par la taille. Oui, c'est un grand gardien, mais en fait, je pense qu'il est conscient de ses lacunes aériennes et il commence aussi, on la Juve est plutôt doué au niveau du domaine aérien, que ce soit avec Chiellini, Bonucci, même De Ligt quand il joue. Il se dit j'ai peut-être moins de, je peux solliciter mes défenseurs dans ce domaine-là. Mais oui, donc là Lyon c'est un aspect à prendre en compte pour Rudy Garcia s'il nous écoute. C'est s'appliquer sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners. Parce que Chesney, en fait, il est même pas volontaire pour sortir.
Si tu veux, il fait toujours le pas vers l'avant pour faire bonne figure, pour dire bon, j'ai essayé quand même, hein, mais vous voyez les gars, mais je pouvais pas y aller. Ok, donc on a cette arme à utiliser. On n'a pas parlé finalement de la relance, que ça soit pour Lopez ou pour Szczęsny. À votre avis, Lopez, vers qui il devra relancer pour que son équipe essaye de conserver un peu le ballon? Pour moi, il faut pas qu'il balance trop loin parce que en duel aérien derrière la Juve c'est impérial, donc Dembélé je pense pas qu'il puisse faire le poids. Après tout dépend du pressing de la Juve. S'il y a un pressing fort sur lui, bah va falloir qu'il joue un peu mi-long, je pense, chercher un peu les latéraux ou les ailiers. Et après, si la Juve laisse la première relance, bah ce sera les centraux. Et si eux sont pressés, bah ça va jouer Lopez et Lopez va devoir balancer un peu, quoi. Donc c'est un peu les cas qu'on pourrait avoir. Et souvent, la Juve déclenche le pressing justement après la première relance. Et il déclenche le pressing quand le ballon est dans les pieds du défenseur central. Très bien, donc merci pour ces différents points et pour ces réponses technico-tactiques pour Lopez et Szczęsny. Pour finir, qui va remporter ce duel selon vous entre les deux gardiens? Match aller, j'espère, et j'ai la conviction que ce sera Lopez, mais match retour, je pense que la Juve prendra le pas facilement. Ok, c'est ton pronostic, Thomas? Comme Robin, je dirais peut-être Lopez sur les deux matchs parce qu'il sera peut-être plus sollicité que Szczęsny. Mais parce que j'ai du mal à considérer que Lyon puisse être dangereux pour la Juve lors de cette double confrontation. Peut-être que Lopez sera un peu plus mis en avant, mais si Szczęsny doit se révéler, c'est plus au match aller. Très bien. J'espère que l'OL pourra te faire mentir. Merci Robin, merci Thomas pour ce nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ce podcast. Merci pour le premier épisode qui a fait de très bons scores. Cela fait toujours plaisir d'avoir des écoutes et d'interagir avec vous. En attendant, on vous souhaite un bon match et nous vous souhaitons de très belles mains opposées.